Ok, on attaque cette partie 1. Donc, une extension de corps L sur K. K n'est pas du tout précisé, ni sa caractéristique, ni le fait qu'il soit fini ou quoi que ce soit. L, on ne sait même pas si l'extension elle est de dimension infinie, ou de degré infini ou fini. Bon. Et on commence. Soit X un élément de L, justifier qu'il existe un morphisme de K algèbre de k de x dans k de petit x, tel que phi de x égale petit x. Oui, c'est l'évaluation. Donc ça, justifié, en fait, l'application qui à p donne p de petit x est un morphisme d'algèbre, par définition finalement. Euh, Elle est surjective, d'ailleurs, elle va bien dans K de X, ça faut le vérifier, elle est surjective. Et la restriction à K, c'est l'identité, puisque la restriction à K, c'est les polynômes constants. Voilà, préciser son noyau, le noyau, ça va être exactement le noyau dont il parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'annulateur de petit x, ensemble des polynômes qui annule petit x, et c'est engendré par le polynôme minimal de petit x sur k. Il faut toujours préciser qu'on est sur k. Petit b, on suppose maintenant que petit x est transcendant sur k, ça veut dire que le noyau est nul ici. Donc comme tout à l'heure on avait quelque chose de surjectif, maintenant on a quelque chose d'injectif puisque le noyau est nul, donc c'est iso. Donc ça veut dire que k de x et k de petit x, c'est des k algèbres isomorphes. Et du coup, comme les cas algèbres isomorphes, les corps de fraction le sont aussi. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils indiquaient la façon de construire le corps de fraction après. Bon, écoutez, voilà quoi, les corps de fraction, on s'en servait déjà là maintenant. Et il faut savoir construire les corps de fraction. Donc si deux anneaux sont isomorphes, alors leurs corps de fraction sont isomorphes aussi. Alors ça peut se faire parce que la construction d'un corps de fraction à partir d'un anneau intègre, vraiment c'est exactement, c'est un formalisme, et à travers ce formalisme on peut le voir. Justifier alors que k de x est de dimension infinie en tant que k espace vectoriel. Ben oui, parce que en tant que k espace vectoriel, déjà, k de x, l'anneau des fractions rationnelles en petit x, contient k crochet x, qui est déjà de dimension infinie sur k de x. C'est pas évident à bien expliquer, à bien rédiger, parce que on fait des choses à travers des isomorphismes. Tout ça, ça se fait à travers des isomorphismes. Et si on veut vraiment être propre, c'est pas évident. Peut-être que ça vaut le coup de passer un petit peu de temps. D'une part, pour montrer que quand on a deux anneaux isomorphes, alors leurs corps de fraction sont isomorphes. Et ensuite, que bien, les dimensions sont égales à isomorphisme près, qu'un isomorphisme laisse invariant la dimension en quelque sorte. Petit c, soit x un élément de L, cette fois-ci algébrique sur K, eh bien dans ce cas-là, il faut démontrer que K de x égale K crochet x. Alors ça, c'était quelque chose qui était un petit peu, voilà, un petit peu enterré dans le problème, et que le candidat devait exhumer. C'est que le polynôme minimal dans ce cas-là, s'il est non, si le noyau est non nul, alors on a un polynôme minimal qui est unitaire, et ce polynôme minimal, il est forcément irréductible, parce que k de x quotienté par le polynôme minimal s'injecte maintenant dans k crochet x, c'est même isomorphe, et du coup ça s'injecte dans L. Donc comme le quotient s'injecte dans un corps, en particulier un corps c'est intègre, ça veut dire que mu x est irréductible, parce qu'on est sur un anneau principal. Et donc, comme Ux est irréductible, eh bien, on a quelque chose de plus, c'est que
k crochet x est un corps. Donc son corps de fraction, c'est k de x, écrit comme ça, quoi. C'est le corps de fraction de x. Donner une k base de k de x, eh bien évidemment, c'est comme tout à l'heure dans l'exercice, ça va être 1, x, jusqu'à x petit puissance petit d moins 1, où d, c'est le degré du polynôme minimal. C'est exactement comme tout à l'heure. C'est l'isomorphisme de tout à l'heure, donc bon, voilà. Démontrer que si mu x admet une racine au moins double, alors son polynôme dérivé mu' x est le polynôme nul. Ben oui, parce que mu' x, il va annuler x, donc il va être dans l'annulateur de x, donc il va être multiple de mu x, mais pour une question de degré, le seul, dans l'idéal, parmi les multiples de mu x, le seul qui a un degré plus petit, bah, c'est forcément 0, entre parenthèses, qui a un degré moins l'infini, mais voilà. Donc le polynôme dérivé est nul. Petit 3, déterminer l'ensemble des polynômes p de k de x dont le polynôme dérivé est nul. Alors, si on est en caractéristique nulle, bah, c'est facile de voir que le polynôme dérivé est nul, ça veut dire que c'est une constante, voilà. Finalement, un polynôme minimal constant, ça peut être que le polynôme minimal, bon, c'est pas possible, quoi, hein, ça voudrait dire que c'est 1, c'est pas possible. Et en caractéristique P, le polynôme dérivé est nul, ça veut dire que le polynôme, c'est un polynôme en x puissance p. Ça veut dire que tous les degrés sont, tous les degrés des monômes sont des multiples de p. Et c'est ça qui fait que ça s'annule. Voilà. En déduire que si k est un corps de caractéristique nulle ou un corps fini, alors mu x est à racine simple. Donc si c'est un corps de caractéristique nulle, bah, mu x, il ne peut pas être constant, donc son polynôme dérivé ne peut pas être nul, donc les racines sont simples. Alors attention à racine simple dans une extension, hein, faut bien comprendre ça. Et si on est sur un corps fini, alors là il y avait une indication, alors ça c'est la notion de corps parfait, c'est-à-dire que le Frobenius, x donne xp, est surjectif. Alors pourquoi il est surjectif? Parce que cette application, c'est un morphisme de corps. Hein. C'est un morphisme de corps qui a x donne xp, ça s'appelle le Frobenius. Bon, ça c'est connu. Et son noyau est nul, puisque x puissance p égale 0, ça fait x égale 0. Donc c'est injectif, mais comme on est sur des corps finis, c'est surjectif. Donc là déjà, on a justifié qu'on avait quelque chose de surjectif, c'est-à-dire injectif sur corps fini. Et maintenant, puisqu'il est surjectif, eh bien notre p de x puissance p, ça va être un p de x, un certain, on va dire, oui, q de x, le tout puissance p. Voilà. Pourquoi? Parce que tous les coefficients, on pourra les écrire, donc les coefficients, on pourra prendre en quelque sorte leur racine pm. Voilà. Donc ça va faire que si on prend, donc on part de p de x puissance petit p, ça c'est mon mu de x, puisque sa dérivée est nulle. On écrit q, le polynôme dont les coefficients c'est les racines pm, uniques puisque c'est injectif, les racines pm, on n'a pas besoin de l'unicité d'ailleurs, hein, des coefficients de p. Et donc ça va faire que p de x puissance petit p, ça va être égal à q de x, le tout puissance p, cette fois-ci. Et conclusion, mu x, ça va être une puissance pm, donc il ne sera pas irréductible, contradiction. Voilà. Dans tous les cas, on a montré que mu x est à racine simple. D'accord, on a fait les deux cas. Ensuite, on regarde mx, l'application qui a x donne y donne xy, donc la multiplication par x, comme tout à l'heure, hein, comme ce qu'on a fait tout à l'heure avec alpha.
Bon, MPX, bah, c'est forcément, si vous voulez, MX2, c'est la multiplication. On multiplie 2 fois par x, ça veut dire on multiplie par x2. Et MXN, ben, c'est MX puissance n pour la composition. Et par combinaison linéaire, on n'a que MPX, c'est P de MX. Voilà. Donc du coup, le polynôme minimal de l'endomorphisme MX, il est égal à mu x. Alors là, il faut être propre, hein. Je montre que l'ensemble des polynômes qui annulent x, c'est l'ensemble des polynômes qui annulent mx. Alors effectivement, si un polynôme annule x, là, p annule x, ça fait m0, la multiplication par 0, ça fait l'endomorphisme nul. Et inversement, si p annule mx, alors mpx est l'endomorphisme nul. Donc en particulier, il annule 1 par multiplication. Donc ça veut dire que, px fois 1 égale 0, donc px égale 0. Voilà. Donc c'est exactement les mêmes polynômes annulateurs. Donc comme il y a un polynôme minimal puisqu'on est en dimension finie, eh bien il y a un polynôme minimal pour petit x. Et comme il y a les mêmes polynômes annulateurs pour l'un et pour l'autre, eh bien le polynôme minimal de l'endomorphisme mx est forcément égal au polynôme minimal pour x. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait évident hein, quand même. Hein. Tout ça, bon, c'est pas non plus trop difficile, mais quand même, faut savoir faire. Hein. Cinquièmement, on suppose uniquement dans cette question que L égale K de X. X est un élément de L. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que K de X, on en a trouvé tout à l'heure une base. Et dans cette base, voilà, dans cette base convenable, évidemment, la base qu'on nous a demandé tout à l'heure, qui est déjà suggérée dans l'exercice précédent, eh bien dans cette base, on va avoir cette matrice compagnon, hein, C comme compagnon évidemment, pas comme carré. Donc la multiplication, on prend 1 d'abord comme premier élément de la base, on multiplie 1 par x, ça fait x, qui est le deuxième élément de la base. X, on multiplie par x, ça fait x2, qui est le deuxième élément de la base, etc. Et à la fin, x puissance d-1, qui est le dernier élément de la base. Quand on va le multiplier par x, ça va faire x puissance d, et ça va nous donner cette colonne-là, parce que le polynôme minimal de x, c'est ça. Voilà, bon, ça c'est quand même assez classique. Et ensuite, on parle de la trace. Trace de x sur L sur K, bah, c'est la trace de la multiplication par x, vue comme K endomorphisme. Et N, c'est le déterminant de mx, vu comme K endomorphisme. Il faut justifier que pour tout x dans L, la trace et la norme sont dans K. Bon bah oui, puisque c'est des cas endomorphismes, bon voilà, je vois vraiment pas ce qu'il y a à justifier, hein, puisque on a des cas endomorphismes, ben, le déterminant et la trace sont dans K. Ici, mx appartient à LK de L. C'est le corps de base. Ensuite, cette petite a, justifier que l'application, bon, quand on nous dit justifier, c'est des choses assez simples, bah ça c'est le déterminant, voilà, bon, pareil pour la trace, c'est linéaire, bon. Ça c'est différent de 0, c'est évident, hein, puisque c'est le déterminant d'une application inversible, puisque mx, son inverse, c'est mx-1. On a supposé x différent de 0, est-ce que... Oui. Est-ce qu'on l'a dit? Voilà, x est différent de 0, donc c'est bon. J'ai pas vu de typo, hein, vraiment le problème, j'en ai vu aucune. Hein. J'espère toujours en trouver, mais je l'ai pas vu. Bon, calculer pour u dans K, calculer la trace de u. Si u est dans K, la multiplication par u, c'est l'homothétie de rapport u. Donc sa trace, c'est la dimension de L sur K fois u.
et sa norme, c'est U puissance la dimension de L sur K. Bon, c'est vraiment le truc qui est vrai pour les homothéties. Justifier que X est algébrique sur K, donc forcément, si j'appelle D le degré de L sur K, 1x jusqu'à x d, c'est une famille de taille d plus 1, donc plus grande que la dimension, et donc forcément il y a une relation de liaison, ce qui va faire qu'il y a un polynôme, donc comme c'est une relation de liaison non nulle, il y a un polynôme non nul qui va annuler petit x, et donc petit x est algébrique sur K, parce que ce polynôme non nul est un coefficient dans K. Donc D, c'est le degré. Bon, alors là, c'est le degré de mu x, c'est pas le degré de L, hein. Et là, il y a une histoire de base télescopique, c'est-à-dire qu'on a petit a qui est la dimension, on va supposer que la dimension de L sur K de X, parce que K de X est évidemment inclus dans L, donc on peut parler de dimension ici, parce qu'elle est un corps, petit a. On peut donc trouver une base, une K de X base de L, et ça, c'est la base télescopique. Alors là, je trouve ça curieux quand même dans le problème, c'est-à-dire qu'on suppose qu'au niveau de la dimension, ça marche bien, mais on ne veut pas le supposer au niveau de la base. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une partie du théorème de la base télescopique. Bon, c'est-à-dire la partie dimension, mais pas la partie base. Voilà. Alors, il faut démontrer que ça, c'est une base. Comme on nous avait dit la dimension, alors on nous avait donné cette partie-là au tout début sur la base télescopique, eh bien, on a déjà la taille. Et la taille, c'est A fois D d'une base. Et maintenant, il suffit, puisqu'on a la bonne taille, il suffit de montrer soit que c'est libre, soit que c'est générateur. Bon, j'ai envie de dire que c'est évidemment générateur. Mais c'est pas difficile de démontrer que c'est libre. Et si on veut démontrer les deux, mais de toute façon, on avait la dimension. 10. En ordonnant convenablement la base de la question 9. Alors, bon, là, je trouve, techniquement, c'est un défaut du problème. C'est que normalement, s'il nous propose une base, c'est qu'il l'a ordonnée. Une base, c'est ordonné. On n'a pas à ordonner une base que nous a proposé l'énoncé, puisque une base, c'est un objet ordonné. Donc là, il y a un vice de forme, je trouve. Mais c'est pas grave. Bon. Alors, on va l'ordonner convenablement, et évidemment. Il faut faire L1, ensuite L1x jusqu'à L1 fois x puissance d-1. Puis ensuite, on repart à L2, L2x et L2 et x puissance d-1, etc. jusqu'à LA et ensuite LAx puissance d-1. C'est comme ça qu'on l'ordonne. Et là, bon, c'est facile parce qu'on est sur un corps commutatif, hein, le corps est commutatif, c'est facile en commutant de voir qu'on va retrouver la matrice compagnon, hein, ici, à chaque fois dans cette base quand on va multiplier par x. Ça, c'est très facile. Et donc, ce qui fait que la trace, ça va être quoi? La trace, ça va être la trace. Bon, le nombre de blocs ici, c'est exactement égal à A. Donc, ça va être la trace ici, ça va être A fois la trace de C. A, par le théorème de la base télescopique, c'est égal à N sur D. Et maintenant, la trace de C, quand on regarde C en face, eh bien, c'est moins A indice D moins 1. Donc, d'après les relations coefficients racines, c'est la somme des racines. Donc ici, ça fait bien ça. Et pareil, on va avoir maintenant le déterminant de ça, c'est le déterminant de C à la puissance A, ici. Alors attention, hein, on ne prend pas une racine dm. N sur D est un entier, hein, il n'y a pas de racine dm ici, donc il n'y a pas d'équivoque. Et ici, le déterminant de C, alors peut-être que là, c'est un peu plus compliqué,
que pour la trace, mais le déterminant de C, c'est assez facile de voir que c'est moins 1 puissance n à 0, d'accord? Et donc c'est, voilà, hein, on va avoir ici moins 1 puissance n à 0, et du coup, ça va être le produit des racines, d'accord? Voilà. Et donc on a exactement ce résultat-là. Donc on utilise les relations coefficient-racine. Et on a terminé la partie 1.